Bonjour tout le monde. Je pense qu'on est prêt à commencer notre activité de ce matin. Et donc, le webinaire qu'on présente aujourd'hui sur les marchés du bois d'œuvre et de la construction à ossature de bois. Donc, en fait, on peut dire que c'est une petite potpourri des activités, des études que nous avons réalisées la dernière année. Et c'est quelque chose que moi, mon nom, c'est Sven Gustafsson de QWeb. C'est donc quelque chose qu'on a organisé ensemble avec le CFQ. Et sur l'appel ce matin, il y a aussi Alexandre Larouche, économiste au CFQ, qui est notre partenaire à l'organisation, et aussi Alain Boulet, mon cher collègue, directeur construction bois au QWeb. Donc, ensemble, on a monté ça avec l'aide, bien sûr, de Nathalie Hood, qui est à la technique ce matin. Sans elle, mais tout va bien aller. Hein? Fait que c'est ça. Donc, on a 5 présentations totales. On commence avec 3 présentations qui sont plus au niveau des produits de bois résineux. On prend une pause, puis ensuite, on finit avec 2 présentations plus construction bois. Chaque présentation dure environ 20 minutes et ensuite 10 minutes de questions suivra, Q&A. Et pour les questions, vous pouvez soit lever la main pour demander la parole ou poser les questions par le chat. C'est les 2 options que nous avons. Nous voulons aussi remercier les gouvernements de Québec et du Canada qui ont tous les 2 participé au financement des projets que nous allons présenter. Donc, je veux qu'on prenne le plus de temps possible au sujet en question. Fait qu'on commence tout de suite. Donc, j'aimerais introduire première conférencière ce matin, Mélanie Desrossiers. Elle est directrice principale en service conseil stratégie chez KPMG, ici à Québec. Elle a réalisé pour nous une étude concernant l'évolution du marché de composants de châssis de lit. Beau mot qu'on n'utilise jamais. Donc, on parle de bed frame ce matin. Mélanie, je t'invite à partager ton écran. Puis, allez-y. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne à merveille. Parfait. Donc, je débute. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Mélanie Desrosiers, je suis directrice principale dans l'équipe de stratégie chez KPMG et on a été mandaté par le QWeb et également le CIFQ cet automne pour réaliser une étude sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces du marché des composants de châssis de lit ou bed frame. Donc, pour réaliser cette étude, on a utilisé une approche en 3 grandes phases. L'analyse du marché, donc les grandes tendances, les changements dans les habitudes de consommation et également la quantification du marché nord-américain, des produits du sommeil, mais également des châssis de lit ou bed frame. On a ensuite fait une série de consultations auprès de diverses parties prenantes, dont des fabricants de composants, des fabricants de châssis de lit, des détaillants, des manufacturiers de matelas et également des chaînes d'hôtels. Et la phase C, c'est les conclusions, donc les sommaires des informations collectées en phase A et B sous forme d'une matrice FFOM. Donc, pour l'analyse du marché. Le marché des matelas connaît d'importants changements depuis quelques années et il y a 4 grandes tendances de consommation qui ont un impact négatif, donc qui influencent à la baisse la demande pour des sommiers et donc les bed frames. Premièrement, la baisse de la demande des matelas à ressort qui historiquement étaient vendus en ensemble avec le sommier.
les gens se dirigent maintenant vers d'autres types de matelas et vers d'autres types de bases de lit qui ne nécessitent pas de sommier. Deuxième grande tendance, la popularité des matelas en boîte, qui sont vendus également sans sommier. Troisième tendance, pression des ventes en ligne. Donc, avec la COVID, il y a eu une explosion des ventes en ligne dans plusieurs industries, puis ça a touché également l'industrie des matelas. Et ben, c'est intimement lié avec la popularité pour des matelas en boîte, puisque c'est ces matelas-là souvent qui sont privilégiés lors des ventes en ligne, puisque c'est plus facile pour le transport. Et la quatrième grande tendance, c'est la popularité des lits ajustables ou les lits articulés, notamment en raison de la population qui est vieillissante. Donc, ce type de lit n'est pas compatible avec des châssis de lit ou des bed frames. Donc, ces quatre tendances influencent à la baisse la demande. Donc, en raison des habitudes des consommateurs, les sommiers, les châssis de lit occuperont une part de moins en moins élevée des ventes des produits de sommeil. En 2019, les ventes de châssis de lit représentaient aux États-Unis environ 13-14 des ventes de matelas. Ça veut dire 932 millions de dollars US. Et cette proportion, en 2024, là, prévoit être autour de 11 d'ici 2024 pour un total de 925 millions. Et cette proportion concorde avec des informations qu'on a eues quand on a fait les entrevues avec les détaillants, où il a affirmé vendre environ un châssis, donc un sommier de lit pour 10 ventes de matelas. Donc, on est vraiment pas loin du 11 qui est prévu pour 2024. Au Canada, les estimations abondent dans le même sens et prévoient une diminution des ventes. Donc, le marché est estimé en 2019 à 93 millions et prévoit décroître d'environ 1 par année pour atteindre 88 millions en 2024. Donc, globalement, en Amérique du Nord, les prévisions de vente de châssis de lit pointent vers une légère diminution, donc moins 0,2 par année d'ici 2024, pour un marché total de 1 milliard. Donc, en conclusion, les châssis de lit vont occuper une place de moins en moins importante par rapport aux ventes de produits du sommeil. Pourtant, la catégorie produits du sommeil, elle, va connaître une croissance d'environ 3,5 par année au cours de la même période. Donc, on parle d'un total de 10,3 milliards en 2024. Donc, les fabricants de composants de châssis de lit québécois interrogés étaient d'accord avec les conclusions, avec ces conclusions-là, et ils sont d'accord pour dire que c'est une industrie qui est stagnante et qui est peu probable d'observer une augmentation de la demande de châssis de lit à court moyen terme. Sans grande surprise, l'industrie est dominée par trois grands groupes de manufacturiers de matelas. On parle de Certa Siemens, Tempur Sealy et Sleep Number Corporation. Et ce sont eux, en grande partie, qui génèrent la demande pour des composants de châssis de lit. Et vous pouvez voir sur la carte que les sièges sociaux des principaux manufacturiers de matelas à l'échelle mondiale se retrouvent surtout aux États-Unis. Sur cette carte-ci, il est possible de constater que les centres de production de ces grands joueurs-là se concentrent également aux États-Unis. Donc, c'est petit, là, mais les points rouges, c'est les centres de production de Certa, en bleu Tempur Sealy et en vert tous les autres manufacturiers. Donc, les sièges sociaux des manufacturiers et leurs centres de production sont majoritairement aux États-Unis, plus particulièrement sur la côte Est. Et pour assurer leur assemblage de sommiers et leur approvisionnement, ces manufacturiers-là ont recours à des sous-traitants qui sont à proximité, donc qui sont principalement situés au Québec et aux États-Unis. Donc, pour nos fabricants de composants de châssis de lit qui sont situés au Québec, les États-Unis, ça représente le marché qui a le plus grand potentiel. Donc, le message clé sur le marché, les clients des fabricants québécois de composants de châssis de lit sont principalement situés aux États-Unis. C'est le marché qui possède le plus grand potentiel de vente en Amérique du Nord. Si on compare juste la demande canadienne, je vous ai présenté les chiffres un peu plus tôt, là, le Canada par rapport aux États-Unis, c'est 9,5 de la demande seulement. Et en plus de ça, il semble y avoir
peu d'opportunités disponibles pour la diversification géographique, principalement en raison de la complexité logistique, des coûts de transport, les différences aussi entre les spécifications des produits outre-mer. À titre d'exemple, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie possèdent tous leurs propres particularités, ce qui demanderait une capacité d'adaptation qui est considérable pour les fabricants québécois. Donc, plutôt que la diversification géographique, une des options de croissance possibles serait d'aller capter des parts de marché supplémentaires aux États-Unis, même si, il s'agit d'un marché qui est mature. Les fabricants de bedframe évoluent dans un environnement qui est hautement compétitif. Donc, la présence de nombreux intervenants dans la chaîne de valeur exerce une pression sur la marge de profit des fabricants de composants. Et dans une chaîne de valeur, en général, plus il y a de maillons, plus la pression sur les marges des acteurs qui se trouvent en début de chaîne est forte. Et pour cette raison-là, il y a certains moulins, donc qui sont dans la première transformation, qui ont décidé de se développer également dans la deuxième transformation du bois. Ils se retrouvent donc avec un avantage sur le coût et l'accès à la matière première. Et ça les positionne favorablement dans le marché, considérant que l'un des principaux critères de sélection lors du choix d'un fournisseur pour des composants de châssis de lit, bien, c'est le prix. Donc, ce qu'il faut retenir sur l'environnement concurrentiel, c'est que, en plus des types de matelas non traditionnels, là, donc des matelas sans ressort, les changements des comportements des consommateurs qui impactent négativement les besoins de châssis, les fabricants doivent faire face à une forte compétition en provenance de différentes sources. Il y a certains manufacturiers de matelas ou des fabricants de châssis de lit qui ont décidé de se tourner vers l'acier et le plastique lorsque le prix du bois est trop élevé, ou encore ils se retournent vers d'autres essences qui sont moins coûteuses. Et comme je l'ai mentionné dans la page d'avant, il y a certains moulins donc, qui étaient dans la première transformation, qui sont maintenant dans la deuxième transformation et qui ont un meilleur contrôle sur la matière première. Donc, dans cet environnement de haute compétitivité, le développement d'une offre qui est complète et qui est variée de produits, c'est une des options à envisager pour rejoindre des clients aux besoins plus spécifiques, plus nichés et faire sa place à demeurer un joueur qui est compétitif. Donc, maintenant que j'ai fait le profil là, de l'analyse du marché, je vais vous faire un survol des sommaires des consultations auprès des diverses parties prenantes qui ont eu lieu cet automne. Donc, tout d'abord, on a rencontré des détaillants de matelas et des détaillants de meubles pour avoir leur perception, leur point de vue sur les tendances de marché et la demande future pour des bed frames. Et tous les détaillants rencontrés ont mentionné que les ventes de sommiers sont en baisse depuis environ 5 ans. La plupart estiment les ventes de sommiers là, à une vente de sommier pour 10 matelas vendus. Et fait intéressant, il est à noter que la plupart des détaillants n'ont plus de sommiers dans les magasins ou dans les salles de montre et ils les offrent plus systématiquement aux clients. C'est les clients qui doivent en faire la demande. Les consommateurs achètent désormais des lits qui ont une plateforme intégrée, soit des lattes ou un panneau de bois complet, qui permet de déposer le matelas directement sur le lit. Donc, le sommier est plus nécessaire. En somme, tous s'entendent pour dire que le marché a diminué, que la tendance va se poursuivre, mais qu'elle va finir par se stabiliser. On est allé voir également des manufacturiers de matelas. Et le son de cloche est somme toute similaire, là. Il existe une popularité, une montée en popularité des lits plateformes qu'on appelle, donc soit avec les lattes ou une plaque complète, là, et pour des raisons de design, et ça justifie la baisse d'intérêt pour les sommiers. Mais selon eux, les sommiers ne sont pas voués à disparaître. Il va rester une certaine demande de base. Et on sait que la demande pour des sommiers vient plutôt du secteur résidentiel, mais on s'est quand même interrogé par rapport au secteur de l'hôtellerie. Donc, on est allé voir des chaînes d'hôtels et des représentants de manufacturiers de matelas, mais spécialisés vraiment pour desservir le secteur de l'hôtellerie. Et selon eux également, la demande et les ventes de sommiers ont diminué dans les dernières années pour le secteur de l'hôtellerie.
Dans le secteur de l'hôtellerie, c'est également des lits plateformes qui sont bien présents dans ce secteur-là, dans les hôtels, et ça explique la baisse de la demande pour les sommiers. Donc, selon les gens avec qui on a parlé, ils estimaient là, qu'à ce jour, environ 30-35 des hôtels auraient abandonné les sommiers pour des lits de plateforme. Mais par contre, c'est comme les détaillants nous ont dit, eux aussi croient que les sommiers vont continuer à se tailler une place dans le secteur de l'hôtellerie, principalement pour des raisons économiques. Pour ce qui est des acheteurs potentiels pour les fabricants de composants, c'est-à-dire les fabricants de châssis ou encore les manufacturiers de matelas, euh, eux, leur premier critère de sélection, c'est le prix. Donc, c'est comme ça qu'ils vont choisir leur fournisseur. Ils ont une grande sensibilité au prix et ils sont ouverts à des options qui sont moins coûteuses. Donc, ils ont mentionné que le bois demeure le principal matériau qui est recherché pour l'approvisionnement en composants de châssis de lit, mais ça pourrait changer pour l'acier ou le plastique si le prix du bois venait qu'à augmenter à nouveau. La qualité, c'est également un des critères qui est recherché par les acheteurs. Typiquement, typiquement, la qualité, c'est pas un problème au Québec puisque la province possède des grandes réserves d'épinettes noires et c'est une des meilleures essences là, qui est identifiée pour les châssis de lit. Donc, selon ces acheteurs potentiels-là, la meilleure façon de se distinguer en tant que transformateur, deuxième transformateur du bois, outre le prix, pour eux, c'est d'assurer une disponibilité qui est constante des produits, avoir une excellente rapidité de livraison. Et pour des plus petits transformateurs, avoir des produits plus nichés qui ne sont pas offerts par des grands fournisseurs, selon eux, c'est une façon de se distinguer dans le marché. Maintenant, si on regarde, on a parlé évidemment avec des fabricants de composants de châssis-lit et ces joueurs-là ont identifié 3 grands enjeux qui menacent leur industrie et qui, selon eux, devront être adressés, considérés pour les prochaines années. La principale menace, c'est celle de la concurrence. Elle est présente à plusieurs niveaux dans l'industrie. On a parlé de d'autres types d'essences, de matériaux. Il y a le pain jaune, par exemple, qui est disponible dans le sud-est des États-Unis. Et plastique, acier, lorsque le prix du bois est élevé, ça devient un élément qui est difficile pour eux et qui est difficile de maintenir des marges intéressantes. Les répondants ont également identifié le coût et la disponibilité du bois comme étant un des enjeux importants à venir pour les fabricants de composants de châssis de lit. Et le troisième enjeu, ben, la pénurie de main-d'œuvre, qui est une menace soulevée par les répondants. Dans un contexte où les marges de profit sont très faibles, dès qu'il y a une augmentation de la main-d'œuvre, ben, certains fabricants ont été contraints d'augmenter leur prix et ça diminue par le fait même leur compétitivité. Si on se penche maintenant sur les options intéressantes à explorer et qui ont été soulevées par ces fabricants-là pour faire face aux 3 enjeux qu'on vient de mentionner. Donc, selon eux, la première opportunité est celle de la diversification dans l'offre de produits. Donc, notamment au niveau des produits finis, mais également des essences de bois utilisées. Donc, ça peut être le développement de produits plus nichés ou encore l'intégration occasionnelle d'essences qui est moins coûteuse, comme celle du sapin, par exemple. Une autre opportunité intéressante pour contrer l'enjeu de main-d'œuvre, c'est l'amélioration de l'efficacité opérationnelle par le biais de l'automatisation. Donc, on sait bien que l'automatisation pourrait être très pertinente pour les plus petits joueurs afin d'être plus efficient, réduire les coûts de main-d'œuvre, mais il y a eu un défi qui réside dans la capacité à rentabiliser ces équipements-là dans un délai qui est raisonnable. Donc, ça m'amène à la conclusion, donc le sommaire de tout ce qui a été analysé dans les phases A et B avec la matrice FFOM. Donc, comme principale force, on a des produits de qualité supérieure de par l'utilisation de l'une des meilleures essences pour les châssis, soit l'épinette noire. On a une proximité et un accès à l'épinette noire, évidemment.
On a une bonne intégration des produits de d'autres industries du bois afin de diversifier notre offre et sécuriser un niveau maximal de revenus. Et proximité avec des plus petits clients, un service qui est plus personnalisé. Pour ce qui est des points d'amélioration, on a une forte dépendance, surtout les deuxièmes transformateurs là, face à la matière première. Une faible capacité d'adaptation face à la demande fluctuante des fabricants de châssis de lit et des manufacturiers de matelas. Donc, on parle en termes de volume, délai, des dimensions, des spécificités qui changent, de la demande pour des nouveaux produits. C'est plus difficile de s'adapter rapidement. Faible marge de profit, donc on a peu de marge de manœuvre face aux fluctuations des coûts de production. Et on a des prix qui sont peu compétitifs par rapport à d'autres types de châssis de lit, quand on parle à l'acier, le plastique ou encore à des essences de bois qui sont moins dispendieuses. 4 grandes opportunités. Une dont j'ai mentionné tout à l'heure, la possibilité d'aller chercher des parts de marché additionnelles aux États-Unis, puisque c'est le marché où il y a le plus grand potentiel pour les fabricants québécois. Développer une offre qui est spécialisée dans les composants de châssis pour répondre à des besoins non standards, donc des produits où il y a moins de volume, plus nichés, et ça permet de se distinguer, d'avoir un positionnement qui est unique dans le marché. Une utilisation partielle d'essences de bois alternatives, notamment comme le sapin, pour diminuer la dépendance à l'épinette noire. Et la quatrième, bon, l'intégration de l'automatisation afin de diminuer les besoins de main-d'œuvre et améliorer la rentabilité. Pour ce qui est des menaces, bien, c'est un marché qui est stagnant, potentiellement même une légère diminution pour les prochaines années, euh, dû au changement là, de comportement des consommateurs. Donc, les consommateurs se dirigent plus vers des plateformes de lit qui ne nécessitent pas de sommier. Concurrence accrue des autres essences, pain jaune qu'on retrouve aux États-Unis et autres matériaux comme acier, plastique. La disponibilité limitée du bois, surtout pour les entreprises de deuxième transformation et la pénurie de main-d'œuvre. Donc, essentiellement, les fabricants de composants de châssis de lit au Québec opèrent dans un marché qui est plutôt mature, où les opportunités de croissance sont restreintes. Et en plus de ça, les enjeux auxquels ils doivent faire face présentent des stratégies de mitigation qui sont somme toute limitées. Donc, quelques pistes de réflexion. Ultimement, le marché des châssis de lit est stagnant. Et c'est une tendance qui est amenée à se poursuivre à moyen terme. Donc, les fabricants ont l'option de demeurer dans la production de composants de châssis de lit en bois, mais en envisageant une des 3 options suivantes. Donc, soit qu'ils choisissent d'avoir un volume important puis de devenir un joueur majeur, réduire les coûts de production grâce à l'automatisation ou encore réduire la dépendance au châssis de lit en diversifiant sa production vers d'autres types de bases de lit, autres matériaux, autres types de produits. Donc, par rapport à ces 3 grandes options-là, il y a quelques questions, pistes de réflexion que j'aimerais soulever. Donc, par exemple, pour les entreprises de deuxième transformation, est-ce qu'elles pourraient former des alliances stratégiques afin d'augmenter leur volume de production et leur pouvoir de négociation? Donc, on sait qu'il y a des avantages à avoir des volumes de production qui sont plus grands. Donc, est-ce que les deuxièmes transformateurs, les plus petits joueurs, pourraient s'allier afin de partager le volume de production d'un important contrat, par exemple? Ensuite, est-ce que les deuxièmes transformateurs pourraient développer conjointement une offre de produits plus variés, non standards, des produits nichés? Est-ce que la recherche et développement pourrait être partagée avec un autre joueur, par exemple? Parce qu'on le sait, l'avantage des deuxièmes transformateurs, c'est qu'ils ont plus de flexibilité sur l'achat de matières premières. Ils peuvent donc développer une offre plus variée que les moulins, donc ceux qui sont dans la première transformation en général. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de capitaliser sur cet avantage-là? Est-ce qu'il devrait y avoir des alliances également entre les deuxièmes transformateurs et les premiers transformateurs afin de garantir un certain volume de production? Pour ce qui est de la deuxième stratégie, où on parlait d'automatisation, quelles opérations devraient être priorisées dans le cadre d'un processus d'automatisation?
et quel volume va nous permettre d'atteindre de la rentabilisation de ces équipements-là. Dans un esprit de partage de coûts, est-ce qu'il y a des alliances stratégiques qui pourraient être créées à ce niveau-là? Et pour la troisième stratégie, est-ce que nos équipements actuels, qui est la diversification, là, est-ce que les équipements actuels pourraient être utilisés pour faire de la transformation de produits dans d'autres industries? Des clôtures, composantes de palettes, des produits d'emballage de bois, par exemple. Est-ce que ces mêmes équipements-là pourraient être réutilisés ou est-ce que ça nécessite peu de changements dans les équipements pour aller vers d'autres industries? Est-ce que ces industries-là sont des marchés porteurs? Et est-ce que ça nous permettrait d'augmenter nos revenus ou du moins de diversifier nos revenus sans entraîner des investissements majeurs? Donc, je vous laisse sur ces quelques pistes de réflexion et n'hésitez pas à lever la main ou poser vos questions. Merci beaucoup, Mélanie. C'était fort intéressant. Donc, on a 8-9 minutes pour des questions. Qui veut casser la glace? Levez votre main ou marquez dans le chat votre question. Oui, Alexandre? Moi, ma question, puisqu'on a travaillé sur ce dossier-là, Mélanie, fait que je connais un peu la réponse, là, mais l'idée un petit peu, c'était de dire où s'en va le marché du bed frame. Puis il y avait une peur qu'il y ait une certaine disparition. Mais est-ce que tu pourrais revenir sur le fait que, de façon générale, il me semble qu'on disait dans la discussion, c'est qu'il y avait quand même déjà une partie de la décroissance qui était déjà faite. On Oui. n'était pas très loin du plancher, puis ça, tu l'as entendu de divers intervenants. Oui, exact. Parce que au début puis on a fait des entrevues additionnelles pour aller valider cette information-là, parce qu'au début des entrevues, les gens nous disaient qu'il n'y avait plus de demande dans les magasins, que les détaillants n'en tenaient plus. Et que là, on se questionnait qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est une industrie qui est amenée à disparaître complètement? Donc, on a fait des entrevues additionnelles, notamment auprès des chaînes d'hôtels, des manufacturiers de matelas. Puis il y avait quand même un consensus que le pire de la décroissance serait derrière nous. Donc, c'est plutôt un marché qui va être stable, va peut-être avoir encore une légère diminution. Je parlais de moins 0,2 par année, là, donc c'est presque un marché stable. Donc, le pire de la décroissance serait derrière nous et il va y avoir toujours une demande de base pour des sommiers, donc des bed frames. Très bien. François Robichaud, une question. Donc, allez-y. Oui, j'en profite. Dans le fond, d'abord, félicitations pour ta présentation, Mélanie. J'ai trouvé ça très intéressant, très bien fait, une belle démarche. Fait que, donc, bravo. J'avais une question, puis je veux surfer sur la question d'Alexandre parce que c'est peut-être lui qui a la réponse, là. En termes de volume PMP en Amérique du Nord, on situe un peu c'est quoi l'ampleur du marché, puis aussi les principaux grades consommés, là. Je sais que ce n'est pas une question facile parce que nous-mêmes, on se la pose souvent, là. Je sais que Mélanie n'a pas été dans ce niveau-là, là, fait que je vais la sauver un peu. Mais c'est une bonne question, François. Puis effectivement, là, on n'a pas de données extrêmement précises là-dessus, puis un tracking précis nécessairement. Ce qu'on sait par contre, là, c'est que dans le cas du litige américain, il avait fallu un petit peu essayer d'avoir un ballpark figure parce qu'à un certain moment, là, en fait, c'était considéré là, au niveau des taxes. Là, puis si éventuellement, s'il y a des quotas, ça pourrait rentrer à l'intérieur. Fait que l'évaluation qu'on avait, là, c'était 300 à 400 millions environ là, de PMP là, qui passerait dans ce créneau-là. Là. Fait que c'est un chiffre là, très approximatif, là, mais c'est une ordre de grandeur un peu. Très bien. Autre question? Sinon, j'aurais une autre pour toi, Mélanie.
là, on dit que le commerce en ligne, les matelas en boîte, puis les lits plateformes, c'est ça qui prend la place. Est-ce que tu as vu à quelque part dans ça, dans ce mouvance-là, que nos produits à nous, adaptés, auraient plus de place dans ces créneaux-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir? Pas tant que ça. Parce que, puis la diminution de la demande, ça a été confirmé par pas mal toutes les entrevues aussi, la diminution de la demande avait commencé avant la tendance des bed in a box. Donc, c'est le pire de la décroissance est dû avec le fait que les consommateurs n'utilisent plus les mêmes bases de lit et que ces bases de lit-là, c'est des formats, c'est soit des lattes ou des panneaux complets. Donc, c'est moins cher, c'est plus durable, puis ça ne nécessite pas de sommier. Donc, ce n'est pas la qualité du sommier qui est remise en question, c'est vraiment l'utilisation même du produit, l'utilité du produit. OK. On ne pourrait pas inventer une façon de plier les 1 par 3, mettre dans une boîte? Non, non. On peut essayer. Non, mais Ouais. c'était vraiment, c'est pas c'est pas la qualité du produit qui est remise en question, vraiment pas. C'est plus l'utilité puisque les gens se sont dirigés vers un autre type de base de lit. Mais ceux qui aiment les sommiers, puis dans le secteur de l'hôtellerie, ils disaient ça va rester, il y a une certaine catégorie d'hôtels qui vont continuer d'utiliser ces produits-là, puis les produits sont appréciés. C'est vraiment une question de plateforme de lit. C'est une question en chat de David Surprenant. Il demande bonjour, est-ce que l'on a un profil de consommateur type de bed frame? Peut-être en termes de créneaux, tu parlais de l'hôtelier ou d'autres, je ne sais pas. Oui, on n'est pas allé dans ce niveau de détail-là. Ce qu'on sait sur le profil de consommateur, c'est que le gros de la demande vient du secteur résidentiel et que les ventes passent principalement par les magasins d'ameublement, les magasins spécialisés en matelas. Et l'hôtellerie, de mémoire, c'est 10 de la demande. Puis dans le secteur de l'hôtellerie, c'est principalement pour une raison de prix, de bas prix qui vont se diriger vers des sommiers. Corrige-moi si je me trompe, Mélanie, mais il semble aussi que dans le résidentiel, il y avait le facteur là, des gens un petit peu plus âgés. Là, je pense que tu l'avais entendu aussi de dire Oui. en fait, avec un sommier, on va chercher de la hauteur. Là, puis rendu un certain âge, ça devient plus. Oui, quand j'ai fait la tournée des détaillants, ceux qui sont en contact direct avec les utilisateurs finaux, là, ils disaient on n'offre plus systématiquement les sommiers, mais quand on nous le demande, souvent c'est des personnes plus âgées, puis ils vont apprécier le sommier parce que ça permet de mettre le lit un peu plus haut que de mettre directement sur une plateforme là, qui est souvent plus basse. OK, on a le temps pour une dernière question. Alain, tu avais une question à Oui. poser? Oui, Mélanie, je suis complètement un néophyte dans le domaine des, des bed frames, des bases de lit. Là. Je suis plus dans le secteur construction chez QWeb. Mais on remarque beaucoup que maintenant, les matelas sont souvent mis sur des plateformes en bois, je dirais, là, avec tiroir ou sans tiroir. Oui. Est-ce que c'est, vu qu'il y a du bois d'impliqué dans ces plateformes-là, est-ce que ça pourrait, l'industrie du bed frame pourrait prendre un tournant puis se diriger puis se mettre à fabriquer ce genre de plateforme de bois-là? Ou bien ça relève trop des fabricants de meubles? Ben, je ne l'ai pas présenté aujourd'hui parce que je trouvais que c'était un peu hors sujet, mais en fait, on a aussi fait des entrevues avec des fabricants de meubles parce qu'on s'est posé la même question. Puis les fabricants de meubles, ils utilisent principalement, attendez, je regarde dans mes notes, là, c'est des finis mélamine, c'est des panneaux finis mélamine. Puis il y en a quelques-uns qui vont travailler avec de la latte de bois. Puis les lattes de bois, en général, proviennent d'Asie parce qu'elles sont moins chères qu'ici.
Puis les panneaux sont coupés, les panneaux de mélamine sont coupés directement chez le manufacturier de bois, de meubles, pardon. Fait qu'on voyait peu d'opportunités de ce côté-là aussi parce qu'on s'était posé la même question. Est-ce qu'on pourrait faire les fameuses lattes de bois qui vont dans les plateformes? Mais les lattes de bois, c'est du contreplaqué. Puis pour les panneaux complets, c'est des finis mélamine. OK. Merci. OK, excellent. Il y en a un dernier commentaire dans le chat qui dit la présentation est très intéressante et belle démarche. Bravo. Fait que merci encore, Mélanie. Merci. Et on va continuer dans le programme de la journée.